Bonjour, donc moi je suis médecin en hémato à l'hôpital Saint-Louis et je m'occupe de l'aplasie médulaire et de la greffe de moelle. Donc c'est pour ça qu'on a dans un certain nombre de cas affaire à ces patients qui nous posent un certain nombre de problèmes. Donc pour revenir sur le phénotype clinique, une des principales problématiques à l'heure actuelle, c'est que la dyskératose a été décrite, je ne sais pas si ça marche, comme une maladie avec un phénotype assez franc qui associait dans les premières études, ça c'était sur quasiment 120 malades, des anomalies cutanées évidentes, une calvitie précoce chez quasiment tous les malades, des anomalies des ongles, une aplasie médulaire et des leucoplasies qui sont la triade de la dyskératose. Et ça c'est les premières études qui, sur un plan génétique, avaient mis en évidence donc, en premier donc, la dyskérine, comme étant le principal gène responsable et puis les autres comme étant beaucoup moins fréquents. Or, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, on fait de plus en plus de diagnostics et de plus en plus souvent chez des patients qui n'ont absolument pas ce phénotype clinique caractéristique, avec des pathologies qui ont une présentation qui est beaucoup plus hétérogène. Et donc, on est en train de faire un travail avec Raphaël aussi et avec Aurélie pour justement essayer de mieux connaître ces mutations et de mieux comprendre la présentation réelle de ces patients. Ça, c'est quelque chose qui est lié aussi au fait qu'on a de plus en plus de gènes, donc on fait des diagnostics dans un plus grand nombre de familles à l'heure actuelle et qu'on a une accessibilité au diagnostic génétique qui est à l'heure actuelle beaucoup plus facile. Quand on reprend les histoires, il y a 10 ans, on mettait 3 ans à diagnostiquer les patients, il fallait envoyer les prélèvements aux États-Unis, donc c'était extrêmement compliqué. Et à l'heure actuelle, on a les résultats en parfois 1 mois. Donc on fait beaucoup plus de diagnostics et dans des formes cliniques qui sont très variées. Donc on essaye à l'heure actuelle de faire une étude rétrospective nationale et je vais vous présenter les premières données qu'on a de cette étude donc pour essayer de connaître la fréquence réelle de ces pathologies. Donc cette maladie qui était considérée comme rarissime, je pense que Caroline doit à l'heure actuelle rendre quasiment un diagnostic par mois au minimum, voire plus. Donc une maladie qui en fait est beaucoup plus fréquente qu'estimée. La présentation clinique initiale des patients est très variable et on n'a aucune idée de l'évolution dans le temps sur la survenue de complications des autres organes qui n'étaient pas présents au diagnostic. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'évaluer, et notamment la fréquence des pathologies hépatiques est probablement très largement sous-estimée. Et ensuite, on a un problème de prise en charge thérapeutique parce que c'est des patients jusqu'à présent pour lesquels on n'avait pas beaucoup de solutions à leur proposer. La première chose, c'est que le pronostic de la greffe de moelle chez les patients qui ont des formes hématologiques prédominantes est considéré comme extrêmement mauvais parce qu'ils ont des toxicités majeures des conditionnements et ils développent des complications hépatiques et pulmonaires dans les, en général, 5 à 10 ans voire parfois plus tôt, qui sont responsables d'une très forte mortalité, donc avec des courbes qui sont comme ça. Et on est en train de mettre en place de nouveaux conditionnements pour justement éviter ces toxicités, mais avec un recul qui pour l'instant est extrêmement limité. On ne sait pas du tout si on fera mieux avec ces nouveaux conditionnements que ce qu'on faisait avant. Et puis le deuxième problème thérapeutique, c'est les androgènes qui ont été rapportés comme étant efficaces. C'est quelque chose qui est connu depuis 30 ans, mais on sait aussi que c'est quelque chose qui est, c'est des traitements qui ne sont pas forcément bien tolérés. Alors il y a eu un papier du New England il y a maintenant 1 an et demi, qui rapporte une efficacité absolument phénoménale, mais on verra c'est discutable et la tolérance dans la vraie vie est bien différente de celle qui est rapportée dans ce papier. Donc cette cohorte, elle a inclus tous les patients pour lesquels on avait un diagnostic génétique, c'est-à-dire que les patients chez qui on a juste des télomères courts, une suspicion, mais on n'a pas de gène identifié, on les a exclus. Et c'est un variant qui est considéré forcément comme pathogène et pour lequel on a des données cliniques et hématologiques suffisantes. Actuellement, on a 99 patients enregistrés, une soixantaine pour lesquels j'ai les observations et j'ai l'analyse que pour une trentaine de patients. Donc c'était des patients de Saint-Louis et Robert Debré. Pour des raisons de simplicité de recueil des observations, j'avais commencé par ça. Si on regarde la présentation de ces patients, donc sur les 33
32, 33, j'ai peut-être fait une erreur. Il y a 21 cas index, donc les 2/3 de la cohorte. Donc il y a une répartition homme-femme qui est à peu près équilibrée. Si on regarde dans les antécédents de ces patients familiaux, il y a 50% des patients qui ont des ascendants au premier degré qui ont des anomalies compatibles avec une téloméropathie. Et au deuxième degré, on est à 25%. L'âge des premiers symptômes dans la cohorte des patients index est de 18 ans et l'âge de diagnostic est de 26 ans. Donc il y a un décalage qui est très important. Et puis quand on regarde les apparentés, là, étonnamment, on a plus d'hommes. Et finalement, quand on regarde, il y en a 30% qui étaient symptomatiques avant d'avoir été testés. Et au moment où ils ont été testés, donc parce que ça avait été identifié chez un autre membre de la famille, on est à 58% de patients symptomatiques. Et les atteintes, mais là, vous voyez, il y a encore 6 ans de décalage. Et les atteintes, c'est principalement des atteintes hématologiques, alors qui ne sont pas forcément très sévères, mais qui existent. Des atteintes hépatiques et des atteintes pulmonaires. Et puis, quand on regarde cliniquement, il y en a un tiers qui avait des anomalies cutanées, un quart qui avait des anomalies des ongles et un quart une canicie précoce. Quand on regarde la répartition, vous voyez tout à l'heure, je vous disais que dans le premier papier, on avait une très grande majorité de DKC1. Et là, nous, dans notre cohorte, on a une majorité de TERC et de TERT avec des transmissions qui sont, c'est ce que disait Caroline tout à l'heure, variables, c'est-à-dire qu'on a parfois des formes pour un même gène, on peut avoir des formes autosomiques dominantes ou récessives, c'est pas constant. Une forme qu'on identifie de plus en plus forcément parce que ça a été décrit plus tardivement, c'est les RTL1 qui sont le plus souvent des patients diagnostiqués dans l'enfance, mais pas que. On verra avec les fibroses pulmonaires, ça c'est notre partie, donc il y a vraiment toujours quasiment une atteinte hématologique chez les patients ou chez les apparentés. Et des formes qui en général sont quand même beaucoup plus sévères avec des atteintes du système nerveux central qui sont responsables d'un phénotype neurologique important, mais pas tous. Si on regarde donc l'âge médian des premiers symptômes sur l'ensemble de la cohorte, on est à 21 ans. On a des cytopénies chez quasiment des 2/3 des patients. Des anomalies hépatiques chez un petit nombre de patients, mais encore une fois, souvent c'est mal exploré. Et les autres anomalies, c'est à peu près 10% des patients. Quand on regarde les anomalies hématologiques pour être synthétique, il y a une thrombopénie isolée chez une grande partie des patients. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le phénotype le plus précoce et le plus classique, c'est les plaquettes. Donc une thrombopénie familiale, ça doit faire évoquer une dyskératose si on n'a pas, une fois qu'on a éliminé les formes classiques, et c'est très mal connu, y compris des gens qui font de la thrombopénie génétique. Et on a des patients qui ont eu tout le bilan, chez qui on a dit on n'a rien trouvé, et en fait, c'est juste que ça n'avait pas été cherché. On a une famille qu'on a diagnostiquée il n'y a pas longtemps comme ça. Et voilà, donc thrombopénie, souvent avec une macrocytose associée. Quelque chose qui, quand on n'est pas pédiatre, peut parfois biaiser aussi, c'est que chez les enfants, le VGM est plus petit, donc la macrocytose, il faut l'interpréter en fonction du VGM normal. Voilà. Sinon, c'est des pancytopénies, donc des tableaux d'aplasie ou d'hypoplasie médulaire. Dans un plus petit nombre de cas, mais c'est une proportion qui va probablement augmenter, des myélodysplasies. Voilà. Et sur le plan hépatique, alors, c'est toute la problématique de la classification, et je ne suis pas hépatologue, et Aurélie connaît ça beaucoup mieux que nous, c'est que c'est des patients qui souvent sont mal étiquetés, mal classés, et on a des diagnostics hépatologiques qui ne sont pas très clairs, avec des cirrhoses cryptogénétiques, des hypertensions portales non cirrhotiques, voilà, c'est difficile. Difficile de les classer, d'autant qu'il y en a beaucoup pour qui on a juste la notion qu'il y a juste une petite cytolyse, qui n'ont pas du tout été explorées de façon poussée sur le plan hépatique, et on a quelques HNR. Donc, au diagnostic, donc ça, c'était les premiers symptômes. Donc, vous voyez qu'au diagnostic, on a beaucoup plus de pancytopénie, puisque forcément, en général, quand ces patients arrivent avec une hypoplasie ou une aplasie médulaire, ils ont un bilan génétique qui est plus fréquemment fait. Et vous voyez que la proportion d'atteintes hépatiques augmente de façon significative avec le temps. Excusez-moi, oui. C'est exclusif les catégories ou... Ah non, pas du tout. C'est des associations.
Oui, alors là, oui, non, c'est exclusif dans le sens où c'est les... Voilà. Ils ne sont pas en cytolyse et en... Non, non, c'est les informations qu'on a. Voilà. Ouais, c'est les informations qu'on a. Et voilà, donc au diagnostic sur le plan, ça c'était plus un détail sur le plan hématologique, donc vous voyez que là encore, c'est les plaquettes qui sont les plus souvent atteintes, avec une thrombopénie qui est beaucoup plus marquée que les autres cytopénies qui sont finalement sur l'ensemble de la cohorte relativement modérées. Et donc, on a 4 patients qui étaient diagnostiqués à un stade de myélodysplasie, avec des pathologies parfois agressives et souvent des karyotypes complexes dans des maladies de mauvais pronostic. Sur le plan immunologique, donc il y a beaucoup de patients qui sont lymphopéniques, qui ne font pas tous des complications de type opportuniste, mais c'est quelque chose qu'on voit chez un certain nombre de patients. Et le plus souvent, il n'y a pas d'hypogammaglobulinémie, il y a une hypergammaglobulinémie. Alors chez vos patients, ce n'est pas très facile à interpréter, mais c'est un phénotype qui est assez fréquent. Donc l'évolution, donc le plus souvent sur le plan pulmonaire, on a l'apparition, on a chez 5 patients, on a observé l'apparition de symptômes. Donc c'était des syndromes hépatopulmonaires chez 2 patients, responsables d'une dyspnée, des dyspnées d'effort non explorées chez un patient et l'apparition d'anomalies au scan chez un certain nombre de patients. Et par contre, vous voyez qu'il y a plus de patients chez qui on a diagnostiqué des pathologies hépatiques au cours de l'évolution après le diagnostic, donc 2 cirrhoses, une HNR probable, 2 patients qui ont fait des décompensations dont, avec une exploration qui n'ont pas forcément été complètes, et un patient chez qui on a observé l'apparition secondaire d'une cytolyse hépatique. Il y a une ostéoporose on a estimé 20% dans cette cohorte, mais elle est probablement très sous-estimée parce qu'elle n'est pas recherchée et ça fait partie du phénotype. Donc c'est des patients chez qui il faut avoir une prévention de l'ostéoporose. Les anomalies cutanéo-muqueuses, elles ne sont pas fixées, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui ne les avaient pas au diagnostic et chez qui on va les voir apparaître. Et puis ensuite, quelque chose qui n'est pas connu, c'est qu'il y a probablement quand même une... Alors on sait qu'il y a un surrisque de cancer, c'était connu notamment pour les cancers ORL, mais vous voyez là on a un chondrosarcome alors qui a été traité chirurgicalement et le patient est guéri. Est-ce que c'est un lien? Point d'interrogation. Un patient qui a fait un hépatocarcinome. Et puis, on a quand même 2 lymphomes, et dans les autres patients, on en retrouve de nouveau. Donc, il y a probablement quand même un surrisque de lymphome. C'était un carcinome sur... Plutôt HNR, mais voilà. En fait, on en rediscutera après du foie, parce que... Enfin, on en discute tout de suite, c'est comme vous voulez, mais il y a toutes les formes, HNR, cirrhose, alanapathe. Mais par exemple, là, on a greffé, enfin à Rennes, ils ont greffé un patient que nous, on avait étiqueté HNR, et à Rennes, ils ont dit, Pauline, que c'était plutôt une cirrhose. Donc, vous avez revu la biopsie, je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, si vraiment tu confirmes ça. C'est ce qui a été dit, effectivement. Mais vous l'avez revu, tu l'as vu de ta adresser. On peut peut-être l'adresser. Oui, ça serait intéressant de... Il est là. Hop. On a greffé à Foch, il a une maladie vasculaire. Oui, donc c'est variable. En tout cas, ce qui prédomine cliniquement, c'est vraiment l'hypertension portale qui est manifeste. Et puis, quand ils deviennent, de notre expérience qui est petite, quand ils ont au début de stigmate d'insuffisance hépatique, notamment quand la bili commence à monter, l'évolution est fulgurante. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on discute, et c'est extrêmement inquiétant dès que la bilirubine augmente. Voilà, moi c'est ma petite expérience. Mais c'est ce qu'on essaye de mieux comprendre avec Aurélie. Donc, dans cette cohorte, il y avait 6 patients qui ont été greffés entre 2012 et 2016 avec des conditionnements considérés comme adaptés, c'est-à-dire peu non myéloablatifs et peu toxiques. Donc, vous voyez 4 myélodysplasies et 2 patients pour des aplasies, ils ont tous pris. Les 2 patients qui avaient des arrêts ont rechuté et sont décédés très rapidement au décours de la rechute. Un d'un problème pulmonaire, l'autre d'une GVH très sévère. Donc il y a ce patient dont on vient de parler qui a développé une pathologie hépatique qui s'est manifestée par un syndrome hépatopulmonaire, si je ne dis pas de bêtises, Aurélie, qui a été greffé du foie donc récemment. Un patient qui a développé une pathologie pulmonaire de type fibrose et un deuxième avec une atteinte plus mixte, à la fois une atteinte interstitielle et des DDB. Donc un traitement qui reste relativement compliqué et dont le pronostic est difficile à expliquer à l'heure actuelle et à présenter même aux patients quand on va les greffer parce qu'on a un recul qui est assez limité.
Ensuite, les autres traitements, donc les possibilités, vous voyez, sont en fait limitées. Donc, les patients qui ont eu des myélodysplasies, il y en a 2 qui ont reçu du Vidaza. Ça, c'est vraiment pour le côté myélodysplasie. Pour les autres traitements hématologiques, nous, on a 5 patients qui ont eu du Danatrol. Il y en a 2 qui ont répondu, mais avec des effets secondaires. Et tous les autres sont en échec. Donc, c'est pas un peu plus donc, on est un peu plus modéré sur l'efficacité que ce papier de New England sur lequel je reviendrai. On a 2 patients qui ont reçu 3 traitements immunosuppresseurs pour l'aplasie. Il y en a un qui a répondu, ce qui est toujours étonnant, mais qui a répondu. Les 2 autres, la deuxième, elle a eu 2 traitements, elle a échoué. Et puis un autre médicament qui est assez à la mode dans l'aplasie, qui est le Revolad, l'Eltrombopag. Malheureusement, il n'y a pas d'efficacité chez nos patients. On en a plusieurs autres maintenant qui sont tous en échec. Donc ça, c'était le papier dont je vous parlais, donc du New England, de l'équipe du NIH sur le traitement des téloméraopathies. Donc c'était les indications étaient hématologiques. Raphaël reviendra sur la partie pulmonaire. Et une des choses qui est très discutable dans ce papier, c'est que l'objectif primaire de cette étude, c'était pas la réponse clinique, c'était la longueur des télomères. Donc ils ont arrêté prématurément l'étude parce que les patients augmentaient leurs télomères sous traitement, ce qui est assez discutable, et ils retrouvaient malgré tout une réponse chez la majorité des patients, donc vous voyez avec une augmentation, au moins une stabilisation du chiffre de plaquettes, et par contre ils arrêtaient à 24 mois, et donc vous voyez c'est associé à une rechute. Et eux ne retrouvaient que des effets secondaires mineurs, donc grade 2 ou moins sur le plan hépatique, chez 41 et 33% des patients, ce qui n'est pas non plus notre expérience, parce qu'on a beaucoup de patients qui ont fait soit des cytolyses, soit qui se sont dégradés très rapidement après l'introduction du traitement. Voilà. Notamment, ça c'est sur les 7 patients qui sont décédés, donc il y en a 2 qui sont décédés de rechute de leur SMD, un patient qui est décédé d'une LEMP après une chimiothérapie avec une aggravation majeure de sa pancytopénie, un patient qui est décédé d'un carcinome hépatocellulaire qui est survenu peu de temps après l'instauration des androgènes. Alors il faudrait qu'on reprenne les scanners parce que je pense qu'il n'avait pas été vu mais qu'il existait déjà avant. Quand on regarde, on n'a pas forcément toujours des comptes rendus très... des scanners qui ont été bien regardés. Et un patient qui, pareil, a fait une décompensation avec une œdématoacytique sous androgène et il est décédé d'un sepsis sur une infection du liquide d'acide, et un troisième qui n'avait pas de traitement et qui a fait une ischémie mésentérique et qui avait une atteinte hépatique qui était pour lui en tout cas au premier plan, puisque ça avait été la première manifestation de la maladie, étiquetée cirrhose cryptogénétique à 18 ans. Donc, en résumé, le délai diagnostique est long et encore très long à l'heure actuelle. Sur le plan hématologique, la thrombopénie est vraiment l'atteinte primitive qui évolue le plus souvent vers une hypoplasie ou une myélodysplasie. Quand les descendants sont souvent des formes plus sévères, plus précoces avec une présentation hématologique. Et finalement, il faut vraiment aller regarder les apparentés de près parce qu'ils sont très souvent symptomatiques. Donc l'allogreffe, on va voir ce que ça donne avec ces nouveaux conditionnements, mais pour l'instant, on le voit puisque ce patient s'est quand même dégradé sur le plan hépatique après une greffe avec un conditionnement a priori moins toxique. Et puis il y a une problématique qu'il va falloir qu'on discute, c'est les tandems foie-moelle, puisqu'on a beaucoup de patients qui en fait sur le plan hémato vont être récusés pour la greffe parce que quand on les explore, ils ont une atteinte hépatique qui était sous-estimée et qui était déjà sévère. Et donc c'est un problème qui va se poser. On a le cas d'un jeune patient à Lille en ce moment qui pose ce problème. Voilà. Alors sur le plan hépatique, effectivement, c'est une maladie qui est peu décrit. Il y a un seul papier qui vraiment s'est intéressé aux atteintes hépatologiques des patients, sinon c'est surtout des case reports. Et ce qui est décrit, c'est qu'il y a souvent une souffrance hépatocytaire très importante, beaucoup de fibrose et parfois de la chaînaire. Et c'est souvent effectivement, quand on regarde les fonctions, les anomalies hépatiques biologiques, elles sont souvent très minime par rapport à la sévérité de la pathologie sous-jacente. Nous, on a l'impression qu'une des choses qui doit alerter, c'est l'apparition d'une splénomégalie qui est souvent assez précoce et associée à l'aggravation de la maladie. Donc, une atteinte hépatique qui est très sous-évaluée par la biologie, donc avec des patients qui ont juste des petites transaminases et qui en fait ont déjà une maladie très sévère. Donc, on essaye systématiquement de faire tous les examens et si possible d'aller à la biopsie justement pour mieux comprendre les formes histologiques réelles.
C'est vraiment important, mais ça c'est voilà, pour les hématologues et les pneumologues, il va falloir que systématiquement, avant de débuter un traitement, on aille faire des explorations hépatiques parce que pousser avec la fibroscopie, l'IRM, pour vraiment savoir ce qu'on... s'il y a une pathologie et pouvoir suivre les complications. Alors sur le plan hépatologique, c'est souvent un diagnostic qui n'est pas souvent évoqué, les maladies des télomères, et donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin vraiment de votre aide pour dépister ces patients. Alors comment les dépister? Et ça c'est toute la problématique, on a parlé des télomères, de la longueur des télomères. Est-ce que c'est un bon marqueur chez les patients qui ont des atteintes hépatologiques? À l'heure actuelle, on ne sait pas. On ne sait pas, on parlait tout à l'heure des aplasies, on sait qu'il y a des aplasies immunologiques vraies qui répondent aux traitements immunosuppresseurs, qui n'ont pas de mutation, qui ont des télomères très courts. Donc avoir des télomères courts n'est pas systématiquement égal à maladie génétique ou égal à téloméropathie. Et on a eu le cas il y a très récemment d'un patient qui nous a été adressé parce qu'il avait une hépatopathie étiquetée cirrhose éthylique, qu'il a développé une pancytopénie. Et les télomères étaient très courts, inférieurs au premier percentile. Et en reprenant l'histoire de ce patient, il semble que ce soit une atteinte hématologique qui soit purement toxique, liée à la prise d'anti-inflammatoires à longtemps et à très forte dose, qui sont en train de se normaliser à l'arrêt. Et y a pas de, malgré tout, on a fait l'étude génétique et il n'a pas de mutation. Donc il n'a probablement pas de téloméropathie. Et donc c'est pour ça qu'on va peut-être essayer déjà de faire sur une petite cohorte de patients qui ont des pathologies hépatiques qui sont documentées, donc on connaît la cause, de regarder la longueur des télomères chez vos patients pour voir si vraiment c'est interprétable et si ça peut être utilisé, parce qu'on n'a aucun recul. Voilà.